la bienvenue et le bonjour à tout le monde pour ce troisième temps d'échange et de réunion interdépartementale. Et merci beaucoup d'avoir, côté MDA, MDPH et conseils départementaux, pu dégager ce temps ensemble pour vous faire état des différents chantiers en cours. Et je vais laisser du coup Lucie Louet nous dérouler un petit peu l'ordre du jour et les sujets. Alors, au niveau de l'ordre du jour, on souhaitait débuter rapidement par un tour de table. Ensuite, vous présenter les grands chantiers autour du SI suivi des orientations, donc la trajectoire handicap. Évoquer également le mailing qui a pu être adressé aux établissements, fédérations et organismes gestionnaires qui concernent les différents chantiers SI-SDO sur la fin d'année 2022 et l'année 2023. On laissera ensuite la main à la CNSA pour faire un point d'étape nationale sur ce projet. Ensuite, faire un focus sur le SI décisionnel SDO, faire un bilan des webinaires qui ont pu être animés au mois de juin, webinaires destinés aux agents institutionnels, donc ARS, CD, MDPH, MDA, avoir vos retours utilisateurs et évoquer également l'ouverture de cet outil décisionnel aux établissements et services qui aura lieu d'ici la fin d'année. Faire un focus également sur le chantier fiabilisation des données, faire un tour des départements sur les actions menées et évoquer le lancement de la fiabilisation des données côté établissement et services adultes. Et enfin, évoquer le DUA, l'intégration à venir du DUA, donc le dossier unique d'admission en ESMS dans Via Trajectoire. On a eu une réunion de travail au niveau régional il y a 2 semaines. Donc voilà, l'idée c'est de refaire un point pour ceux qui n'étaient pas présents sur ce qu'est le DUA et évoquer son déploiement à venir en région Pays de la Loire. Je vous propose de faire un petit tour de table rapide si ça vous convient pour qu'on puisse noter les participants. Côté ARS, je vous laisse la main peut-être pour débuter ce tour de table rapide. Oui, eh ben, Benjamin Meyer, responsable du département PPH à la DOSA à Nantes. Fabienne Defresne, adjointe de Benjamin dans ce même département et cette même direction. Côté GRAD Pays de la Loire, donc GCS e-santé, nous sommes 2, donc Lucie Louette, chef de projet Via Trajectoire, et je travaille également sur le ROR. Et Eva, je te laisse te présenter. Et bonjour, Eva Dissépoli, chargée de mission Via Trajectoire au sein du GCS e-santé. Peut-être au niveau des représentants de Loire-Atlantique, on vous laisse vous présenter. Alors, moi, Léonard Thomy, référent Via Trajectoire à la MDPH de Loire-Atlantique. Est-ce qu'on a d'autres personnes de Loire-Atlantique, de la MDPH ou du conseil départemental? Pour l'instant, je pense pas. Très bien, on poursuit donc le Maine-et-Loire, donc on n'a pas de représentant côté MDA, mais je viens de voir Pauline Brassac du conseil départemental, donc je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour. Excusez mon retard. Tout d'abord, j'ai eu un problème de connexion Internet. Et donc, Pauline Brassac, je suis chargée d'études au sein du département de Maine-et-Loire. Voilà. Et référente Via Trajectoire, mais grand âge. Voilà. Merci. La Mayenne. Bonjour, Anne Dozon, directrice adjointe de la Maison départementale de l'autonomie. Et je suis avec ma collègue. Je laisse Colline se présenter. Bonjour, Colline Hérault, conseillère technique au sein de la Maison départementale de l'autonomie. La Sarthe, s'il vous plaît. Bernard Bonnel, donc je suis depuis le 1er septembre directeur des offres d'accueil au niveau du département, donc de l'ensemble de l'offre médico-sociale depuis l'enfance jusqu'aux personnes âgées et actuellement encore directeur par intérim de la MDA de la Sarthe. Et je laisse mes collègues se présenter.
Thomas Miège, je suis chargé de gestion outils métiers au sein de la MDA de la Sarthe. Et pour finir, la Vendée, au niveau du tour des départements. Oui, la Vendée, on est un peu nombreux. Clément Chinour, directeur de la MDPH de la Vendée. Bonjour à toutes et à tous, Gaëtan Jean, directeur adjoint de la MDPH de la Vendée. Arnaud Rontet, référent informatique de la MDPH. Et nous devrons être rejoints en cours de réunion, je pense, mais elle s'excuse, elle a un peu de retard par Justine Léré, chargée de mission de transformation de l'offre au sein de la MDPH. Et pour compléter pour la Vendée, bonjour, Christophe Rabillet, chargé de projet et de suivi des établissements du secteur PH pour le compte du département. Excuse-moi, Christophe. Je t'en prie. Merci à tous et pour la CNSA également, pour finir ce tour de table. Bonjour à tous, Claire Myrta, chef de projet sur le suivi des orientations, donc via trajectoire handicap et le SI décisionnel. Et je suis accompagnée par Mathilde Pluchard. Bonjour à tous. Merci à tous pour ce tour de table. Je vous propose de débuter par un rappel notamment des grands chantiers autour du SI SDO suivi des orientations. Donc là, c'était pour vous présenter notamment la feuille de route nationale 2022 du SI SDO. Claire, je ne sais pas si vous souhaitez la présenter à votre niveau. Tout à fait, je peux commencer sur ce sujet. Alors, comme vous le voyez ici, on est sur la feuille de route, donc via trajectoire et SI décisionnel, donc le fameux outil de pilotage qui se base sur les données de via trajectoire. Donc le premier grand sujet qu'on a souhaité impulser pour 2022 et qui va continuer bien sûr sur 2023, c'est la question de l'ouverture aux usagers. C'est-à-dire que via trajectoire aujourd'hui était un outil principalement utilisé par les MDPH et les établissements. Et on voit très bien la suite logique qui est de dire que l'usager lui-même doit avoir accès à son dossier et pouvoir déposer des demandes d'admission en ligne. Donc ça, c'est le fameux sujet que vous voyez sur la première ligne, le dossier unique d'admission dont on a déjà parlé dans une précédente réunion. Donc cette idée de pouvoir déposer son dossier d'admission en ESMS de manière dématérialisée. Donc ça, c'est le premier gros sujet, donc qui continuera sur 2023 avec la solution qui va arriver fin janvier et puis derrière les sujets de déploiement, d'expérimentation, etc. Deuxième grand pan que vous voyez donc sur la deuxième ligne, c'est la partie décisionnelle. Donc c'est le fameux outil de pilotage d'aide à la décision qui se base sur les données de via trajectoire et sur lequel on reviendra puisqu'on a un fort enjeu autour de la fiabilisation de ce que contient cet outil. Donc, comme vous le savez, on l'a ouvert donc aux MDPH, aux ARS et puis au grade le 1er mars. Ensuite, on a une ouverture donc fin juillet aux conseils départementaux. Et donc là, cette diapo était très optimiste. On souhaitait aussi ouvrir en juillet aux établissements. On a pris un peu plus de temps aussi pour pouvoir leur développer un tableau de bord qui soit adapté à leurs besoins et de manière à pouvoir aussi communiquer fortement auprès des organismes gestionnaires et des établissements pour qu'en fait, lorsqu'ils vont recevoir cet outil de pilotage, ils soient déjà informés de son existence et la prise en main soit plus facile et l'appropriation plus simple également. Et puis, on a aussi, tout au long de l'année, récupéré vos retours utilisateurs. D'ailleurs, on vous en remercie parce qu'on a eu pas mal de retours des MDPH, des ARS, avec parfois des bugs techniques, ce qui est normal là, sur ce type d'outils, donc qu'on a cherché à corriger, certains étant plus complexes que d'autres. Et puis aussi des sujets d'amélioration. Donc, on va prendre en compte principalement sur l'année 2023, avec cette idée en fait que 2022 était consacré à la création, à l'ouverture finalement à toutes les parties prenantes du suivi des orientations, et que 2023 est plutôt consacré donc à la consolidation et donc à l'amélioration de l'existant. Voilà sur ce deuxième sujet. Et puis le dernier sujet, donc vous verrez, on a plusieurs thèmes, c'est continuer à faire évoluer l'outil via trajectoire. Donc cet outil de gestion entre MDPH et établissement. Et donc là, on retrouve pas mal de petits sujets comme la gestion des renouvellements, parce qu'aujourd'hui, on sait que c'était un sujet assez complexe et qui n'avait pas forcément été traité dans un premier temps et qui posait des difficultés à la fois à la MDPH, MDA et
aux établissements en face. On a aussi la question des admissions impossibles, donc là, les refus d'admission. Donc là, c'est pareil, on a cherché à améliorer un peu l'outil pour que les MDPH, MDA récupèrent plus d'informations et que vous aussi, côté conseils départementaux, vous puissiez derrière l'exploiter. Et puis, on a des sujets clés qui sont la partie automatisation des flux. Donc, avec cette idée aujourd'hui de simplifier la tâche des MDPH qui aujourd'hui sont obligés de se rendre dans l'outil Via Trajectoire pour déposer leurs décisions. Et donc là, l'idée, c'est de faire communiquer les systèmes pour que la MDPH n'ait plus à intervenir manuellement. Voilà, donc ça, c'est les fameux flux et c'était une promesse depuis le démarrage de ce projet. Et le démarrage aussi même du programme SIMDPH, de simplifier cette gestion avec l'outil Via Trajectoire. Et puis on garde en tête aussi, on a travaillé donc cette année sur les spécifications pour les flux avec les établissements cette fois, avec les SI des établissements, donc même enjeu, c'est-à-dire éviter aux établissements de ressaisir des informations dans Via Trajectoire qu'ils saisissent déjà dans leur outil métier. Et donc ça, on se base notamment sur tous les travaux autour du Ségur du numérique, puisque en fait, les établissements vont avoir un dossier unique, un dossier usager, pardon, un DUI. Et donc, on peut définir les flux d'échange entre ce DUI et Via Trajectoire. Donc ça a été l'objet des travaux 2022 et ça va aboutir donc, en 2023. Voilà. Très clairement, on est plus avancé sur le sujet MDPH que sur le sujet établissement. Sur le sujet établissement, on en est à la phase où en fait, on recherche des éditeurs pilotes côté établissement pour travailler avec eux sur ces spécifications, les enrichir, les améliorer, avant de se lancer ensuite dans une phase de développement sur 2023. Côté MDPH, on est déjà dans cette phase de développement. C'est-à-dire que Via Trajectoire est en train d'avancer pour automatiser les échanges avec le SI MDPH et vos éditeurs MDPH vont aussi aller sur ce sujet dans la fameuse brique 2.2 du programme SI MDPH. Voilà. Et puis après, élément important aussi qu'on a souhaité mettre donc en dernière partie sur les activités transverses, on avait vraiment la volonté, et je pense que vous l'avez vu, de renforcer le réseau ARS Grade. Donc c'est très visible, vous le voyez dans votre région Pays de la Loire, on a cette idée d'avoir une équipe aussi interrégionale, d'avoir la possibilité d'échanger entre régions, entre partenaires, pour aussi pouvoir capitaliser sur des choses qui fonctionnent bien, remonter aussi des difficultés et améliorer tout cet environnement autour du suivi des orientations. Et puis, on a aussi assumé notre rôle côté CNSA en essayant d'être plus présent en termes de communication avec le réseau. Donc, on a toujours cette fameuse difficulté. On est une toute petite équipe au niveau national, donc on s'appuie énormément sur les réseaux, GRAD et ARS, pour aussi vous faire redescendre de l'information, vous former, vous appuyer dans cette partie communication. On a aussi un outil que vous connaissez, l'extranet, sur lequel vous pouvez récupérer une partie des informations également. Voilà, je ne sais pas si ça appelle des réactions, des questions. Ah, il y a des problèmes techniques pour entendre? Ou est-ce que ça fonctionne? Moi, je vous entendais bien, en tout cas, de côté. Ça fonctionne? Ok, très bien. Très bien, merci Claire. Et effectivement, on reviendra là tout du long de la réunion sur le DUA, sur le SI décisionnel et sur les différentes évolutions attendues par les utilisateurs pour cet outil. Poursuivre, donc nous, notre feuille de route régionale 2022-2023 du SI SDO, reprend finalement la feuille de route nationale avec, pour la fin d'année et début 2023, définition de la stratégie régionale pour l'intégration du dossier unique d'admission en ESMS, en lien avec les travaux qui seront menés au niveau national et ensuite, le déploiement de l'intégration de ce DUA auprès des différents acteurs selon la stratégie qui aura été définie au niveau régional. Sur le SI décisionnel, on va avoir à partir du mois de décembre l'ouverture du SID aux ESMS avec différents temps de formation qui seront proposés. Et également, on a la question de la fiabilisation des données dont on reparlera
dans un point à venir. Donc, la poursuite des travaux qui concernent les ESMS enfants et le lancement pour les ESMS adultes. Et en termes d'évolution via trajectoire et d'accompagnement auprès des utilisateurs, là, on souhaite d'ici la fin d'année finaliser les dernières synchronisations entre via trajectoire et ROR pour l'ensemble des ESMS adultes de notre région. Et on va aussi, à partir de la fin d'année d'ailleurs 2022 et sur toute l'année 2023, programmer et lancer des ateliers thématiques SI-SDO à destination des professionnels. Donc, on a notamment, il me semble, au mois de novembre, un atelier thématique destiné aux utilisateurs côté ESMS sur la gestion des renouvellements. Parce qu'on voit au niveau de notre support technique régional, on a plusieurs questions sur ce sujet. Donc, on fait un atelier thématique à ce sujet en 2022. Et donc là, en 2023, voilà, on réfléchit actuellement sur des idées d'ateliers thématiques. Donc, si vous en avez côté MDPH, ESMS ou autres, n'hésitez pas à nous les faire remonter pour qu'on puisse les programmer sur l'ensemble de l'année 2023. Et on poursuivra bien évidemment les différents webinaires destinés aux utilisateurs, que ce soit côté ESMS et côté MDPH, MDA. Concernant donc la version 8.0 de Via Trajectoire, au niveau du calendrier prévisionnel, donc cette version 8.0, ça sera une version majeure de Via Trajectoire avec de nombreuses évolutions. Elle sera mise en production le 30 janvier, donc disponible aux acteurs à partir du 31 janvier, donc d'ici 4 mois. Son contenu au niveau handicap notamment, c'est l'intégration du DUA en ESMS, dont on reparlera. La gestion d'une partie des orientations scolaires. Donc là, on a ajouté une slide juste après pour revenir sur ce sujet-là. Sur l'annuaire espace professionnel, ça sera une harmonisation de la présentation de l'offre des ESMS, des structures handicap. Et ensuite, la CNSA en a parlé, concernant l'interopérabilité, ça sera l'interface via trajectoire, donc SI-SDO avec les SI MDPH. Concernant donc cette version, donc effectivement, il y aura une gestion, ça permettra une gestion de certaines orientations scolaires. Donc le principe, c'est d'intégrer dans cette nouvelle version toutes les orientations qui nécessitent une action de la part d'un ESMS. Donc ça portera sur les unités d'enseignement et les parcours partagés. Et donc il y aura différents types de droits et prestations qui seront ajoutés. Par contre, à noter que pour les orientations en milieu ordinaire, donc la responsabilité incombera à l'éducation nationale et qu'il n'y a pas d'action attendue dans Via Trajectoire de la part des acteurs engagés. Il n'y a pas de gestion, liste d'attente, entrée, etc. pour le milieu ordinaire. Côté CNSA, je ne sais pas si vous souhaitez prendre la parole sur ce sujet-là ou côté acteurs en région, si vous avez des questions. Clément Chinour pour la Vendée. Une question, si vous permettez. L'éducation sociale nous parle beaucoup du livret parcours inclusif. Est-ce qu'à terme, à moyen long terme et plutôt long terme, hein, il y a une interopérabilité qui est pensée entre le livret parcours inclusif et Via Trajectoire ou pas du tout? Alors, c'est une excellente question qu'on s'est posée, pour pas dire de bêtises, en 2020. En 2020, on avait commencé une étude justement pour se dire comment est-ce qu'on va articuler ces deux outils. Donc là, il faut savoir que pour l'instant, ça a été plutôt mis en stand-by parce que l'éducation nationale a ses propres outils aussi de suivi. Donc en fait, il y avait l'enjeu aussi de ne pas empiéter sur les outils déjà existants. Et puis surtout, le livret parcours inclusif aujourd'hui est géré plutôt côté CNSA et va repasser complètement dans le giron de l'éducation nationale. Donc voilà, c'est des sujets qu'il va falloir qu'on aborde avec les nouvelles personnes qui vont gérer ce projet côté éducation nationale. Voilà, donc ça ne répond pas complètement à votre sujet, mais sachez que voilà, là, à court terme, on ne prévoit pas d'interface. Voilà. Non, mais à court terme, je m'en doutais un peu. Hein, on a toujours cette Ouais. interopérabilité qui sont toujours à moyen long terme pour tous nos outils. Ouais, mais effectivement, c'est une question. Très bien, merci. Excusez-moi, j'ai une question pour
en voyant votre slide. Ça veut dire que tous les comment dire, les écoles primaires vont être intégrées à Via Trajectoire, parce que je vois que on intégrera les orientations vers les ULIS en temps partagé ou pas. Et effectivement, je rejoins ce que disait. Comment on va faire la différence entre le LPI où nous, à terme, on enverra nos décisions dessus et seront consultés par l'éducation nationale, et si on envoie aussi ces notifications sur Via Trajectoire, ça fait un peu doublon. Alors, on s'est beaucoup interrogé sur le fait d'aller ou pas sur ce sujet des orientations scolaires. En fait, c'est une demande qu'on a depuis longtemps. Et en fait, on l'a pris sous l'angle de dire ce qu'on prend dans Via Trajectoire. Via Trajectoire, qui est un outil partagé entre ESMS et MDPH, ce sont les orientations scolaires qui impliquent de manière forte un établissement. Donc, c'est pour ça qu'en fait, le fil directeur que vous voyez ici, c'est l'unité d'enseignement. Dès lors qu'il y a une orientation qui implique une unité d'enseignement, alors on la suit dans Via Trajectoire parce qu'on part du principe qu'on aura la personne aussi qui sera en capacité de remplir les informations sur le suivi de l'enfant. Pour tout ce qui est autre orientation, donc les orientations en milieu ordinaire, les orientations ULIS, etc., ça, on ne cherche pas en fait à le suivre dans Via Trajectoire. Donc là, vous voyez, le 8.8, c'est une orientation vers une UE avec un temps partagé en ULIS, en partant du principe qu'en fait, ce qu'on cherche à suivre, c'est est-ce que l'enfant bénéficie de quelques heures d'enseignement au niveau de l'unité d'enseignement. C'est ça qu'on suivra principalement dans Via Trajectoire. Voilà, donc clairement, dans ce cas-là, ça va faire doublon parce qu'il faudra bien que vous envoyiez les décisions d'orientation à la fois à l'ESMS et puis à l'ULIS, à l'éducation nationale pour l'ULIS. Donc là, on a ce fameux sujet de doublon. Après, l'idée, c'était aussi de vous simplifier la tâche par rapport à l'envoi papier. Parce que je crois que c'était dans un copil régional Pays de la Loire, il me semble, que vous aviez, pour certains, évoqué le fait qu'aujourd'hui, il y a une partie des informations, des décisions d'orientation que vous envoyez aux établissements via Trajectoire, et une partie que vous continuez à envoyer en version papier. Et ça, c'était la partie orientation scolaire. Voilà, donc là, ce qu'on a essayé de simplifier, c'est, pour le coup, tout ce que vous envoyez aux établissements, vous pouvez l'envoyer à travers Via Trajectoire. Je ne sais pas si ça vous paraît plus clair un peu la distinction qu'on a essayé de faire. C'est pour ça que clairement, on n'enverra pas dans Via Trajectoire les unités, les orientations vers le milieu ordinaire. Enfin, là, en fait, on n'aurait personne qui pourrait saisir quoi que ce soit dans Via Trajectoire sur le sujet. Parce qu'on n'aura pas les écoles, on aura vraiment les établissements porteurs d'une unité d'enseignement. Est-ce que sur ces sujets d'évolution de Via Trajectoire, il y a d'autres questions, d'autres commentaires? C'est tout bon? Eh ben, très bien, je vais laisser la main Eh ben, ça fait la transition, Laës. exactement. Ça fait la transition avec ce qui s'est passé cet été, et vous en avez été normalement correctement mis en copie. C'est un mailing que nous avons souhaité adresser à l'ensemble des opérateurs ligériens, donc avec l'équipe du GRAD pour pouvoir recenser et énumérer un peu les grands chantiers système d'information de part vers nous sur effectivement les prochains trimestres, semestres de 2022-2023. C'était important pour nous, nous semblait-il, de les résumer, de donner à voir un peu un petit peu le plan de charge sur les nouveautés ou les dossiers en cours que nous travaillons tous, institutions et opérateurs. Et donc voilà, l'idée c'était peut-être en tout cas d'en reparler 5 minutes ensemble pour s'assurer que vous aviez eu cette information, peut-être d'échanger sur le contenu, mais on vous a remis effectivement les 4 chantiers énumérés dans ce petit mailing, encore une fois, qui dresse l'état des lieux. Donc le sujet fiabilisation des données, rappelant la nécessité pour les opérateurs et puis pour vous d'opérer à cette relecture et puis à la levée des anomalies. On le faisait sur l'enfance, on va le faire désormais sur le secteur adulte.
Le sujet SIDSDO dont on va parler aussi après, et puis l'annonce des formations ouvertes aux opérateurs dans quelques semaines. Le sujet DUA, on en parle en fin de réunion, suite à la réunion de travail qui s'est déroulée effectivement en septembre dernier, mais ça, là encore, ça donne à voir aux opérateurs ce chantier-là, chantier qu'on a aussi évoqué, le DUA qu'on a aussi évoqué à la fois en réunion fédération et qu'on évoquera à la prochaine commission spécialisée régionale CRSA, donc la commission spécialisée médico-sociale de la CRSA, non pas tant dès octobre parce que l'ordre du jour était déjà plein, mais en tout cas ce sera sur la prochaine itération pour là aussi simplement montrer aux usagers un petit peu l'état de nos réflexions et de ce qu'on va faire avec le module de DUA dans quelques mois, courant de l'année 2023. Et puis le dernier rappel et le dernier point d'actualité qu'on a énuméré dans ce mailing était le sujet d'interopérabilité entre nos différents SI. Là encore, permettant aussi aux OG de se projeter un tout petit peu plus sur les différents chantiers. Donc voilà, c'était une photographie à l'instant T au sortir de l'été qui permettait encore une fois aux opérateurs de se remettre, nous pensons, de remettre un peu à jour sur ces différents travaux et chantiers, encore une fois, SI. Voilà, je ne sais pas si là aussi ça appelle des commentaires, des questions. Je pense que vous avez vu passer cet envoi, encore une fois, mi-septembre, début mi-septembre. Et puis, on est bien sûr à votre disposition s'il faut zoomer sur un des éléments. C'est tout bon. Et ben voilà, en tout cas, on n'a pas eu de retour, nous, particulièrement suite à ça, mais ça participe aussi, encore une fois, de faire monter nos acteurs avec nous. Voilà, et puis merci Lucie, vous l'avez remis en fond visuel, ça se présentait comme ça, vous vous rappelez le format. On vous l'adressera avec le compte rendu de la réunion. Et l'idée aussi de ce mailing, c'était pour les opérateurs, les établissements et services qu'ils puissent voir comment on les accompagne au déploiement, à la mise en œuvre de ces chantiers, avec notamment différents ateliers, on en a parlé, mais aussi webinaires de formation via Trajectoire Handicap, les webinaires spécifiques pour le SI décisionnel, avec aussi la mise à disposition de différents guides d'utilisation et tutoriels vidéo. Et également, ce qu'on a lancé depuis ce mois-ci, c'est des sessions questions-réponses par module de Via Trajectoire. Voilà. Oui, très bonne remarque, Lucie, pour redonner aussi les interventions et la prestation de service du grade pour les opérateurs dans tout ce panorama. J'ai vu une main levée de Madame Dozon, et je vous salue, mais peut-être vous l'avez refermée si Lucie a apporté les réponses. Non, juste, je mettais dans le chat, alors, on est envahi de mails, alors peut-être que ça m'a échappé, mais j'ai pas souvenir d'avoir été en copie de ce mailing, et je voulais juste que vous puissiez redire, pas là, hein, mais qui a pu être destinataire en interne MDA en copie du mailing envoyé au SMS. Merci. Ça marche. On va regarder, Madame Dozon. Je sais plus techniquement en direct si on est parti sur les balles génériques ou des balles nominatives. On vous redonne cette information. Pas de souci. Peut-être en séance le temps qu'on retrouve ça. Et puis dans l'attente aussi, je vois Madame Brassac pour une intervention également. Oui, Pauline Brassac, donc moi je représente le département de Maine-et-Loire. C'est un peu dans le prolongement de la question de Madame Dozon. Juste, moi c'est vrai que sur Via Trajectoire Handicap, je suis en soutien, on va dire, de mon directeur Pierre-Yves Renard et de aussi François Lotte, chef du service qui suit donc les établissements. Et je n'ai pas été aussi dans la liste des destinataires. Donc, c'était juste pour demander d'être ajouté si possible, puisqu'en fait, je suis de
plus en plus appelée par mon directeur à, voilà, à suivre ce sujet. Je vous remercie. C'est noté, vous avez raison, hein, on est à peu près certain d'être resté sur un contact unique, hein, par MDPH, MDA ou par conseil départemental, donc possiblement un niveau soit générique, soit direction, et je comprends et note votre souhait d'être dans la boucle. Ouais, je m'interroge même peut-être pour qu'on puisse reprendre une mailing list, peut-être des personnes que nous sommes tous là, hein, en réunion, et qui permettrait d'être l'échelon opérationnel de ces échanges-là. J'en prends bonne note pour qu'on puisse vous associer et vous mettre en copie de ce qu'on peut continuer d'échanger. C'est aussi intéressant. C'est pas redondant, mais en tout cas, ça permet d'avoir vous aussi la même info en temps réel que ce qu'on peut faire partir sur des balles génériques ou de direction. On fait comme ça? Si vous en convenez, je pense que ça Merci devrait beaucoup. pas trop parasiter les boîtes. On n'envoie pas tous les jours des grands messages, donc mais voilà, c'est important pour vous d'avoir ces infos comme on se le dit. Il n'y a pas d'autres questions, je ne vois pas de main levée, sauf erreur de ma part. Je vous propose de poursuivre et notamment de laisser la main à la CNSA pour un point d'étape national sur le SI-SDO. Alors, donc de la même manière qu'on vous a rappelé juste avant un peu les grands chantiers 2022, là l'idée c'était de vous montrer un peu la continuité avec 2023 et les priorités que l'on a choisi d'adresser. Donc en fonction aussi des retours terrain qu'on a pu avoir et en échangeant bien sûr avec la capacité à faire du GCS-SARA, enfin de l'éditeur de Via Trajectoire. Donc ce qui ressort dans cette diapositive, c'est on reste sur les grands chantiers qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc toujours cette idée de faire évoluer Via Trajectoire pour que l'outil soit plus simple d'utilisation et bien sûr que derrière, on ait une fiabilité des données plus grande. Donc là, c'est les fameux travaux d'interop qu'on a évoqués juste avant, qui vont trouver leur concrétisation donc, en 2023. Ensuite, on a la question donc, du dossier unique d'admission. Donc là, c'est ce que je vous disais également et ce que Lucie a rappelé aussi. La version arrive fin janvier 2023. Et donc après, on va avoir toute une phase d'expérimentation. Donc là, c'est ce qu'on vous a mis dans la partie pilote, ce qui va nous permettre de tester donc, avec vous, avec des usagers, et de derrière prendre aussi les retours et travailler donc, sur l'ergonomie. Parce qu'aujourd'hui, on le sait tous, enfin, voilà, et même l'éditeur n'a pas de difficulté à le dire aussi, on a un sujet à travailler sur l'ergonomie de Via Trajectoire, à avoir un outil qui soit plus à jour et puis plus peut-être dans les visuels aussi de l'époque, avec aussi cette notion de en fait, garder la confiance de l'usager. Parce que là, aujourd'hui, on s'adresse à des professionnels. Donc, bon, clairement, je pense qu'il n'y avait pas forcément de sujet dans vos MDPH. Voilà, les agents, quand vous leur dites d'aller sur Via Trajectoire, ils savent que c'est un outil à leur service. Mais pour les usagers, on a vraiment cet enjeu à les garder en confiance, en se disant que si la personne trouve l'information sur un site gouvernemental, donc Mon Parcours Handicap par exemple, et qu'elle sait qu'en fait elle peut aller déposer des demandes auprès des établissements dans Via Trajectoire, il faut que quand elle passe d'un site à l'autre, elle n'ait pas l'impression de changer complètement d'univers et de passer sur un site qui serait peut-être un site pirate ou un site qui soit payant ou que sais-je. En tout cas, c'est des retours usagers qu'on a eus. Et donc, on a un vrai sujet à travailler sur la cohérence du parcours de l'usager. Et ça passe aussi par ces sujets d'ergonomie. On aura aussi un sujet donc là plus réglementaire. Bon, alors on vous le met en visibilité parce que c'est des retours qu'on a eu beaucoup et on en avait échangé aussi. Le dossier unique d'admission en ESMS aujourd'hui, il n'est pas réglementairement, il n'a pas une assise aussi forte que celui qu'on peut avoir en EHPAD, puisque pour ce qui est des dossiers d'admission en EHPAD, voilà, on a un CERFA. Donc, c'est un document réglementaire. Et derrière, on a quand même moins de risques à ce que les EHPAD créent leur propre dossier et demandent X pièces différentes, etc. Pour avoir l'adhésion des ESMS côté handicap, on a cet enjeu aussi à CERFAtiser. Donc, ça va être un des grands chantiers qu'on va mener en parallèle, de manière à ce qu'on puisse atterrir fin 2023 sur un outil qui aura été testé
sur lequel on saura donc récupérer des améliorations, qui sera plus ergonomique, parce que le GCS va travailler toute l'année sur ce sujet, et puis qui aura une assise réglementaire, puisqu'on travaillera en parallèle sur cette cerfatisation, et donc ça impliquera potentiellement qu'on rajoute certains champs dans le dossier usager en ligne qui n'existaient pas suite à des échanges voilà, autour de cette cerfatisation. Alors, je vois qu'il y a une première question, je la prends peut-être tout de suite, comme ça on reste sur le même sujet. Très bien, je vous remercie. Il s'agit effectivement de la cerfatisation. On a au niveau des usagers de la MDPH un mouvement assez fort de réaction sur les cerfs MDPH qui sont extrêmement lourds et extrêmement contraignants. Ils nous le disent et on le partage, on le sait bien, on en est conscient. Et je pense qu'il faut être très vigilant dans la trajectoire si on veut assurer le succès de l'outil. Ça ne devienne pas un frein supplémentaire ou un document supplémentaire à remplir, un CERFAL+, qui va ralourdir une procédure qui est déjà vécue comme étant très lourde par les personnes en situation de handicap, qui peuvent nous parler parfois de double peine avec ce certificat offert tous les 2 ans, 3 ans, 5 ans. Donc voilà, c'est un point de vigilance que j'ai, hein, parce que ça nous est remonté de façon pas quotidienne, mais pas loin, par les associations d'usagers et de personnes handicapées. C'est tout. Oui, je le prends bien en compte ce point et vous avez tout à fait raison. Enfin, pour le coup, c'est aussi pour ça qu'on a commencé par l'expérimentation avec un outil en ligne, parce que l'intérêt de cet outil en ligne, c'est qu'on va pouvoir, vous savez, pré-remplir une partie des champs. Donc avec cette idée de dire, même si pour le SMS, il a besoin d'avoir un dossier assez complet, comme on aura récupéré plein d'éléments que la personne a déjà donnés auprès de la MDPH, finalement, les champs qui lui restent à remplir dans ce dossier unique d'admission seront assez restreints. Et ce sera beaucoup aussi de champs d'expression libre. En fait, l'idée étant d'entendre aussi la voix de l'usager et pas uniquement d'avoir finalement un échange entre professionnels sans l'usager. Voilà, c'est un peu la volonté, mais en effet, il faut qu'on soit vigilant sur la réalisation et sur cette notion de CERFA. Je ne sais pas si on vous avait diffusé, je pense que ça peut être intéressant de vous diffuser les dossiers uniques d'admission qui avaient été travaillés dans certaines régions. Donc en Île-de-France, en Occitanie, dans le Grand Est, ça pourrait être intéressant qu'on vous les mette peut-être aussi en complément du support pour que vous puissiez voir. Et c'est vrai que la première réaction, elle est celle que vous décrivez. C'est-à-dire, on se dit, oh mon Dieu, mais en fait, c'est à nouveau un document très lourd que les usagers vont devoir remplir. Après, c'est là où notre pari, il est aussi de dire, au lieu d'en remplir 5, si on postule, si on envoie une demande auprès de 5 établissements, là, on n'en remplit qu'un seul, en fait. Donc, il y a quand même cet aspect simplification. Et puis, bien sûr, il y a l'aspect des maths qui doit aussi nous permettre de gagner ce pari de la simplif. Voilà, donc sur l'aspect DUA. Et puis ensuite, voilà, les évolutions secondaires et mineures. Je vais vous en évoquer quelques-unes, donc il faudra qu'on voit ce qu'on arrive à embarquer en fonction de la capacité à faire aussi de l'éditeur. Mais on a des sujets autour des déménagements. Ça, je sais que tous les COPIL régionaux où j'ai pu participer, c'est un sujet qui revenait. Les MDPH me disant, en fait, quand une personne déménage, on a du mal à transmettre son dossier à une autre MDPH, et donc dans Via Trajectoire, on continue à devoir suivre cette personne, alors que dans les faits, c'est la nouvelle MDPH qui est en charge de ce suivi. Voilà, donc ça, je sais que c'est une forte attente aussi de votre part et c'est bien normal. Donc ça, voilà, je pense qu'on le mettra dans les priorités de ce qu'on a appelé les évolutions mineures. Enfin, ça en fera partie. Sur la partie ici décisionnelle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le maître mot, c'est consolidation. C'est cette idée de dire, on continue à fiabiliser. Parce qu'aujourd'hui, on a démarré un mouvement, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et en fait, il faut aussi qu'on assume notre part au niveau de la CNSA. C'est-à-dire qu'en 2022, comme nous étions dans les développements de l'outil SI décisionnel, on a eu très peu de temps à accorder à ce sujet de fiabilisation. Donc, on a été très peu à vos côtés aussi pour vous outiller et vous donner les éléments pour faire ce travail. Aujourd'hui, je sais que vous êtes nombreux à m'avoir transmis aussi des messages en me demandant où est-ce qu'on corrige cette information? Est-ce que c'est dans le SI-MDPH? Est-ce que c'est dans le SI-SDO? Comment est-ce qu'on peut faire? Aujourd'hui, on n'a pas la main. Et bien ça, c'est un sujet qu'on va travailler ensemble en 2023. C'est-à-dire qu'à chaque difficulté qu'on rencontre, si il y a certaines décisions d'orientation qu'à un moment donné, vous n'avez pas réussi à transmettre correctement avec toutes les informations, ça, on y retravaillera et on mettra en place en fait des méthodes, des procédures pour corriger, par exemple, le sujet amendement Creton. Voilà, si vous identifiez X décisions qui n'ont pas l'info dans Via Trajectoire alors que vous l'avez dans votre SI-MDPH, ça, il faut qu'on puisse le traiter en masse. Et ça, il faut qu'on mette en place des procédures claires. Consolidation des tableaux de bord, c'est ce que je vous disais aussi, c'est cette idée d'améliorer. Donc, si un indicateur n'est pas clair, si vous pensez que le visuel aujourd'hui n'est pas très, très pertinent, s'il y a des bugs, c'est vraiment cette idée d'amélioration de l'existant. Donc, on n'ira pas forcément
enrichir tout de suite le nombre d'indicateurs. Par contre, on travaillera ensemble sur ce sujet parce que vous avez remonté des demandes d'amélioration. Et je pense notamment à les sujets de pathologie, être en capacité en fait de regarder une liste d'attente. Est-ce que elle est composée d'usagers qui ont plutôt tel ou tel type de pathologie, etc. Ça, on sait que c'est un élément clé parce que ça va guider aussi les travaux autour de l'évolution de l'offre. Pour voir aussi les manques. Est-ce que c'est un manque sur un type de public particulier? Est-ce que c'est un manque sur un type d'accueil aussi, par externat, internat, etc. Et ça, on sait que c'est une priorité, sauf qu'il faut qu'on la travaille avec vous. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut faire seul. Donc ça, c'est la partie décisionnelle. Partie déploiement, vous voyez le sujet. Donc le sujet ROR va continuer. Donc il faut qu'on aille au bout de ce sujet parce que c'est un élément clé pour la fiabilisation. On aura le déploiement de vos nouvelles versions SI MDPH qui intègrent la capacité à échanger automatiquement avec le SI SDO. Et puis, on aura la fameuse expérimentation DUA qui va nous mobiliser beaucoup au niveau national pour aller en appui dans chaque département, mobiliser le réseau aussi pour accompagner les usagers sur ce nouvel outil digital. Et puis, sujet de conduite du changement plus global. Donc, on va continuer à essayer de communiquer au maximum auprès de vous sur cette feuille de route, sur les futures actions, de vous donner en fait de la visibilité, ce qui manquait peut-être aussi par le passé. Et puis, enrichir aussi ce qu'on a commencé à faire, des fiches thématiques sur des sujets métiers. Donc, en se disant, comment est-ce que je le fais si un usager me demande d'indiquer le nom d'un ESMS sur la décision. C'est ce genre de petits sujets métiers qui a l'air simple comme ça, mais qui aujourd'hui n'est pas harmonisé. Chaque MDPH faisant un peu comme elle peut, et sauf que ça a des impacts derrière dans le suivi des décisions. Donc, c'est sur ces sujets-là où on a un petit pôle à la CNSA d'experts métiers qui nous accompagne et sur lequel on va essayer de poser une doctrine claire sur certains sujets de ce type. Autre sujet, je pense, qui va vous faire réagir aussi, c'est la question de est-ce qu'on désigne nommément des établissements dans une décision d'orientation? Aujourd'hui, on a tourné autour du sujet. On sait qu'on a des MDPH qui le font, d'autres qui ne le font pas. Et ça crée une hétérogénéité et ça nous empêche derrière d'avancer aussi dans la compréhension de ce que deviennent les usagers. Voilà, parce qu'on a tout un pan des usagers qui sont bloqués à la toute première étape, c'est-à-dire qu'ils ont leur décision en main et derrière, ils n'en font rien. Et aujourd'hui, on n'est pas capable d'analyser si c'est par défaut d'information, si c'est parce que l'orientation ne leur convient pas, etc. Donc, il faut qu'on travaille ensemble sur ces sujets. Et bien sûr, on vous associera, ça implique aussi des groupes de travail, des ateliers métiers avec vous aussi. Et puis, le sujet cœur aussi, c'est les relais régionaux. Donc, comme vous le voyez, c'est une vraie dynamique et c'est un appui, je pense que vous vous en rendez compte aussi, fort sur tous ces sujets qui nécessitent quand même un vrai appui, que ce soit technique, méthodo avec le grade, politique aussi avec l'ARS, le vision, etc. Donc ça, on continuera à le faire également. Voilà en quelques mots pour 2023. Je vois qu'il y a 2 questions. Madame Brassac. Oui, alors moi je voulais te demander en fait par rapport au SID, SDO et donc la fiabilisation en gros en cours des données. Aujourd'hui, donc on a accès à ce système d'information avec on a reçu un mail là en septembre nous informant donc, de la mise à jour des données avec les données du mois de juillet, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, on peut, je prends le cas du Maine-et-Loire, est-ce qu'on peut utiliser les données qui sont, enregistrées dans ce système d'information ou alors il faut attendre la fiabilisation complète des informations et si oui, est-ce qu'il y a une date butoir par rapport à ce travail-là? En fait, j'aurais tendance à dire, plus vous allez les utiliser, plus vous allez inciter aussi à la fiabilisation. Parce qu'en fait, c'est en montrant aussi aux établissements que vous avez telle information sur ces listes d'attente et telle information sur aujourd'hui son activité, les personnes qui l'accompagnent, que derrière, le SMS va pouvoir réagir en vous disant, mais en fait, c'est pas du tout réaliste, aujourd'hui, c'est pas la situation, ça va pouvoir aussi vous permettre de l'inciter à aller saisir ces informations dans Via Trajectoire. Donc en fait, c'est un peu une machine qui s'alimente. Si vous n'utilisez pas du tout cet outil et les données qu'il contient, derrière, les établissements n'ont pas d'incitation non plus à aller fiabiliser. Et puis, je pense que ça dépend aussi des indicateurs. C'est-à-dire qu'il y a des indicateurs qu'on sait fiables,
Et il y en a d'autres sur le concept de liste d'attente, etc. On sait que ça, il faut les prendre avec des pincettes et surtout, il faut avoir derrière l'analyse des établissements, c'est-à-dire sur eux ce qu'ils mettent derrière ce concept de liste d'attente, la manière dont ils ont rempli. Enfin voilà, à chaque fois, il y a un petit travail quand même pour creuser la réalité locale avant d'exploiter ces chiffres. Voilà, parce que je vous prends un exemple tout bête. Vous avez des MDPH qui ont choisi un paramétrage qui implique que quand un IME fait rentrer une personne, automatiquement, cette personne est enlevée des listes d'attente des autres IME. Là, vous voyez bien, ça a un vrai impact. Il y a d'autres MDPH qui n'ont pas fait ce choix. C'est-à-dire que là, nous, dans le SI décisionnel, on va afficher des réalités au niveau des listes d'attente qui seront assez différentes. Dans la première MDPH, on aura des listes d'attente qui seront mises à jour régulièrement et qui seront, on va dire, assez proches de la réalité. Dans le deuxième, on aura des listes d'attente qui potentiellement seront beaucoup moins mises à jour parce qu'on n'a pas ce paramétrage, cette automatisation. Donc ça, c'est aussi un travail qu'il faut que l'on fasse ensemble sur comment interpréter finalement les informations que vous avez dans le SI décisionnel. D'accord. Et donc oui, un vrai travail, comment dire, avec e-santé, MDPH et départements pour être vraiment sur le même niveau d'information. Tout à fait. D'accord, merci. Petite précision justement concernant la liste d'attente. Nous, au niveau des 5 MDPH, MDA que compte la région, on est bien sur cette procédure d'annulation automatique lorsqu'il y a par exemple un IME qui indique l'entrée dans son établissement, automatiquement, ça va annuler toutes les autres notifications vers les autres IME. C'est une excellente chose, parce que là, c'est vrai que comme ça permet vraiment d'avoir des comparaisons aussi entre départements qui ont du sens. Et ça, il faut savoir que c'est quelque chose au niveau national dont on va s'emparer aussi. Enfin, on va vraiment essayer de travailler avec les MDPH qui n'ont pas encore mis en place ce paramétrage pour qu'elles le mettent en place, pour que derrière, ça ait un impact aussi sur les données que le CD et que l'ARS peuvent exploiter. Je me permets, j'avais une question complémentaire sur deux sujets, deux remarques plutôt. Vous parliez d'abord de la question du choix de l'ESMS par certains MDPH qui se font, qui se font pas, hein. Donc c'est un débat qu'on a déjà eu plusieurs fois et qu'on aura encore. On n'est pas particulièrement intéressé par l'idée d'y participer, évidemment, puisque on est sur une position un peu à contre-courant de certains de nos collègues, donc il faut qu'on puisse en parler, savoir ce qu'on fait. C'était le premier sujet. Second sujet important, vous parlez de la question du dossier unique d'admission de l'ESMS. Je pense que cette notion d'admission dans la trajectoire est centrale et va l'être de plus en plus sur un sujet qui nous concerne aussi, qui est la transformation de l'offre et notamment la transformation à venir, probablement des IME ou de certains IME, d'une partie des IME ou de tous les IME à voir en dispositif. Et comment est-ce qu'on conjugue cette notion d'admission avec cette notion de dispositif et tout ce que ça implique derrière d'un point de vue réglementaire. C'est-à-dire qui dit admission dit arrêt des plans PCH pour les professionnels libéraux ou pas. Voilà, il y a toute une question derrière qu'il faut qu'on déroule parce que de façon très pratico-pratique dans la vie des personnes, on y est confronté aujourd'hui sur des vraies difficultés où les jeunes ne sont pas forcément admis mais sont accompagnés. Ce qui fait qu'on a les plans PCH qui continuent alors qu'un accompagnement par l'IME a commencé. Pour autant, dans la trajectoire, ce n'est pas retranscrit. Donc, ça n'apparaît nulle part. Enfin, voilà, on a des vrais sujets là qui ont des ramifications assez importantes sur l'ensemble de la vie des personnes. Oui, vous avez tout à fait raison sur ce deuxième point, donc sur la partie évolution de l'offre. Ça, c'est vrai qu'il faut qu'on l'accompagne aussi et que ça se traduise derrière dans l'outil via trajectoire. Et ça, c'est peut-être aussi par une évolution de l'outil. Il y a des choses à repenser. Aujourd'hui, on a travaillé avec des catégories. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut peut-être qu'on travaille pour avoir des tableaux de bord partagés, enfin une notion un peu plus souple pour les ESMS fonctionnant en dispositif. Et puis, on a aussi un enjeu d'accompagnement métier et d'accompagnement, de saisie, c'est-à-dire comment saisir telle situation. Et donc ça, c'est typiquement un sujet qui pourrait faire l'objet d'une fiche métier, en se disant, comment est-ce qu'on gère un PCPE, l'activité d'un PCPE, comment vous, MDPH, vous pouvez agir et comment derrière, on demande au PCPE de s'emparer du suivi et de l'outil de suivi des orientations. Voilà, donc ça, on y travaillera. Et puis sur le premier point, sur la désignation des ESMS, j'ai bien noté que c'est un sujet qui vous concerne particulièrement et on vous associera donc aux travaux sur le sujet. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a une remarque aussi dans le chat
de Madame Le Gall concernant le rapport de fiabilisation. Donc ça, je pense qu'on va y revenir juste après dans le sujet fiabilisation. Mais il faut savoir qu'en effet, c'est une démarche qu'on avait lancée, les rapports de fiabilisation en 2021, pour vous alimenter et vous permettre en fait déjà d'avoir des informations sur quels sont les établissements sur lesquels on a des difficultés. Voilà, on a une description qui n'est pas fiable ou on a une liste d'attente qui clairement nous paraît ne pas être à jour, et idem pour la liste de personnes entrées. Et en fait, à 2022, nos forces vives ont été concentrées sur le développement du SID-SDO. Donc en fait, on n'est plus en capacité humainement de reproduire ces rapports qu'en fait on a envoyé à chaque MDPH et à chaque ARS. Sauf que on vous a fourni cet outil SID-SDO et on va vous montrer, on a fait une petite fiche qui vous montre comment récupérer les mêmes informations que ce que vous aviez dans le rapport de fiabilisation via l'outil SID-SDO. Voilà, donc ça, c'est un élément vraiment important. Et il faut que je réponde absolument à tous les mails qu'on a pu me transmettre sur ce sujet, parce que j'en ai eu vraiment beaucoup sur quand est-ce qu'on peut avoir les rapports de fiabilisation. Je vais vous faire une réponse par mail très claire sur ce sujet. C'est-à-dire qu'on ne sera plus en capacité de fournir. Ce n'est pas l'objectif qu'on vous alimente à chaque mois d'un rapport Excel qui est assez lourd en plus par mail. Et puis, vous vous souvenez, on avait aussi des enjeux de confidentialité des données, etc. Voilà, c'était un peu un pis-aller, une solution de transition en attendant d'avoir le SID-SDO. Maintenant qu'il est ouvert depuis le 1er mars, on peut utiliser cet outil de manière beaucoup plus simple et puis plus encadrée quand même. Effectivement, ça faisait partie des questions qu'on avait aussi, nous, côté grade, la fourniture de ces rapports, étant donné que, voilà, là, depuis la dernière version du SID, on a cet onglet fiabilisation. Donc, voilà, on comptait justement échanger ensemble sur le lancement côté ESMS adulte et l'utilisation du SID, SDO. On va y revenir juste après sur cette question-là. Est-ce que vous vouliez présenter cette slide-là aussi côté CNSA, justement sur la fiabilisation? Alors ça, on va passer peut-être assez rapidement. Ça, c'est simplement pour vous dire, mais bon, vous le savez, qu'on a ouvert le SID décisionnel fin juillet au conseil départementaux et que justement qu'on a rajouté un onglet fiabilisation. On vous a remis aussi les liens, donc ça, c'est très important, où on vous remontre justement comment utiliser le SID décisionnel actuel auquel vous avez accès pour obtenir les mêmes données que ce que vous aviez avant dans les fameux Excel. Voilà, donc ça, on pourra vous les représenter. Voilà, c'est quelques manipulations. Il faut connaître le bon onglet, il faut naviguer d'un onglet à un autre, mais ça vous prend quand même très peu de temps et ça vous permet d'obtenir en quelques instants la liste des unités, des établissements pour lesquels on a des difficultés, etc. Et ça, je pense que ça vous aidera aussi à travailler avec les établissements pour lesquels on aurait des difficultés en termes de fiabilité. Voilà, et puis on avait mis aussi en évidence, et ça vous le retrouverez sur l'extranet, des bonnes pratiques d'autres régions. Voilà, j'ai participé, c'était la semaine dernière, dans l'Ain, à une réunion départementale. Donc on avait le conseil départemental qui était présent, la MDPH et les établissements du territoire, ainsi que la DDARS. Donc tout le monde réuni autour de ce sujet de la fiabilisation. Donc on a présenté aux établissements le futur SID-SDO auquel ils auront accès. Et puis on leur a remis en visibilité aussi ce qu'on attendait d'eux sur ce sujet et derrière l'intérêt et le sens finalement de ce sujet de la fiabilisation. Voilà, en leur remontrant aussi par la même occasion le lien avec le répertoire opérationnel des ressources, le ROR, et ce sujet de dire attention, il y a une partie que vous pouvez corriger dans Via Trajectoire et il y a une partie qui concerne votre offre, où là il faut corriger plutôt dans le ROR. Voilà, donc ça c'était intéressant et ça vous le retrouverez aussi sur l'extranet. On a un petit encart où on essaye de valoriser aussi les bonnes pratiques et les sujets mis en avant dans d'autres régions. Merci pour ces éléments-là. Il y avait aussi des slides sur le DUA, mais on y reviendra juste après, en fin de séance. Je vais te laisser la main, Eva, sur la partie SID, SDO et son déploiement en Pays de la Loire, si tu veux bien. Bien sûr. Du coup, comme vous avez dû savoir, on a du coup le SID SDO est accessible pour les MDPH, l'ARS, les grades
et aussi les CD depuis le mois de mars, mais avec depuis le mois de juillet une ouverture au CD vraiment avec une vue spéciale pour les CD. Donc voilà, un petit rappel sur le SI décisionnel SDO, donc avec les différents enjeux que vous retrouvez en dessous avec des tableaux de bord en fait, qui peuvent répondre à plusieurs enjeux. Donc, outiller les ARS et les conseils départementaux pour le pilotage, la régulation et la planification de l'offre médico-sociale et faciliter les échanges avec les gestionnaires de SMS. Obtenir des indicateurs partagés entre les MDPH et les ESMS et permettre aux MDPH de mieux suivre la mise en œuvre des décisions. Analyser les pratiques d'admission des ESMS et travailler avec eux pour aller plus loin vers plus d'harmonisation. Et améliorer la connaissance des parcours des usagers et suivre les effets des accompagnements proposés par les acteurs de la réponse accompagnée pour tous. C'était surtout l'occasion de vous faire un petit bilan des webinaires qu'on a menés sur le SID-SDO, c'était au mois de juin déjà. On avait proposé 4 webinaires d'une durée d'1h30 les 9, 10, 13 et 14 juin. Voilà, pour faire un petit bilan, il y a eu 63 professionnels qui ont été inscrits et il y a 50 professionnels qui ont participé à ces webinaires. Donc voilà, on vous a remis par département le nombre de personnes qui ont pu participer.